Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Spatialiste où aujourd'hui nous allons encore parler de la planète Mars. Mais cette fois-ci, pas d'images, mais des sons. Ça va être un spatialiste très sonore et pour en parler, j'ai invité Naomi Murdoch. Bonjour Naomi. Bonjour Florence. Naomi, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Naomi Murdoch, je suis chercheuse à l'ISAE Super-Héros à Toulouse et plus spécifiquement, je suis planétologue. Donc, c'est-à-dire, j'étudie les planètes et les astéroïdes de notre système solaire. Et plus spécifiquement, pour le microphone, je travaille au sein de l'équipe SSPA à l'ISAE et c'est l'équipe qui a conçu, fabriqué et testé les micros sous la direction de David Mimou. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un historique des micros déjà à la surface de Mars ? L'historique des microphones interplanétaires, ça date encore plus long dans l'histoire. Sur les missions dans les années 80, les missions Venera 13 et 14 vers Vénus avaient des microphones à bord. Ils ont été utilisés pour essayer de mesurer les vitesses de vent à la surface de Vénus. Et après, il y avait aussi un microphone sur Huygens. Lors de la descente sur Titan, ça n'a pas survécu longtemps à la surface, bien sûr, mais pour mesurer la descente, il y avait un microphone. Et ensuite, il y avait les deux microphones martiens, Mars Polar Lander qui n'a pas pu arriver sur Mars, et ensuite Phoenix qui n'a pas été allumé. Donc, pour la première fois, avec le microphone SuperCam, à bord Perseverance, nous avons pu enregistrer les sons à la surface de la planète rouge. Alors je crois qu'il y a 2 micros sur le rover Perseverance. Quels sont ces 2 micros et à quoi ils servent ? Le premier micro que vous avez peut-être entendu parler, c'est le micro qui a été utilisé lors de l'EDL, Entry, Descent and Landing, donc la phase d'atterrissage. Par contre, le deuxième microphone, c'est le microphone qui appartient à l'instrument SuperCam, a été conçu spécifiquement pour l'environnement martien. C'est un petit doigt qui sort sur le devant de l'instrument SuperCam. Le microphone même, c'est la partie rectangulaire qui est à peu près 5 à 6 mm en taille, qui est sur le devant de ce petit doigt. La raison pour laquelle le microphone est tellement intéressant, c'est parce qu'on échantillonne très rapidement tous les autres instruments météorologiques qui sont sur Mars, comme les capteurs de vent, les capteurs de pression, etc. Ils échantillonnent généralement jusqu'à un échantillon par seconde, parfois 2. Mais le microphone, on va de 50 Hz à des kilohertz, des dizaines de kilohertz. Et du coup, on ouvre toute une fenêtre sur la science atmosphérique avec ce microphone qu'on n'a jamais pu regarder avant maintenant. Je sais à peu près comment on fabrique un rover, comment on fabrique un instrument, c'est à peu près les mêmes que sur Terre. Mais un micro, comment vous avez fait, enfin comment les ingénieurs ont fait ? C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué de toutes pièces un micro ou ils en ont acheté un dans le commerce et ils l'ont bidouillé pour que ça fonctionne sur Mars ? Comment ça s'est passé ? Le capteur même, le petit parti rectangulaire qui est au bout de ce doigt, c'est un capteur commercial. Mais ça a été acheté et testé. On l'a testé pour vérifier que ça allait survivre dans l'environnement martien. Il faut que ça puisse résister au froid, moins 60 degrés. Il faut que ça puisse résister aux grands écarts de température parce qu'on est devant l'instrument SuperCam, donc on est exposé à ces écarts de température. On n'est pas du tout protégé à l'intérieur du rover ou à l'intérieur de SuperCam. Et aussi la radiation, parce qu'il y a pas mal de radiation déjà entre la Terre et Mars et à la surface de Mars. Et ensuite, on a développé dans l'équipe SSPA l'électronique d'acquisition pour pouvoir rendre ce microphone très performante à la surface de Mars. Comment vous avez travaillé en amont pour le préparer, ce micro ? Comment ça s'est passé, ce travail de préparation ? On est allé à l'université de Aarhus. Il y a un très grand tunnel martien. Ça fait 10 mètres de long et 10 mètres de diamètre, donc c'est vraiment grande échelle. Ce tunnel, on peut descendre déjà en vide. Ensuite, on le remplit avec de dioxyde de carbone à 6000 bars de pression, comme sur Mars. Et on peut même ajouter du vent à l'intérieur.
On a vérifié que la sensibilité était bien pour pouvoir entendre le tir laser à la distance exigée. Et aussi faire les premiers tests pour montrer qu'on peut utiliser notre microphone pour étudier le vent également. Alors du coup, à quoi sert-il ce micro? Est-ce que c'est juste un gadget ou est-ce qu'il y a vraiment des missions scientifiques qui lui sont attribuées? L'objectif principal du microphone Supercam est de compléter les investigations LIBS. Donc ça, c'est la partie du Supercam qui tire avec une laser sur des roches. Et en tirant sur des roches, en fait, ça va aplatir la matière et ça va créer un signal sonore. Et nous, ce qu'on fait avec l'instrument Supercam, c'est d'écouter ce signal sonore. Parce que quand on frappe contre une surface très dure, comme par exemple quand je frappe sur mon ordinateur, on n'a pas le même son que quand on frappe sur une surface très molle, comme contre main. Exact. Et du coup, en écoutant le signal sonore qui vient de l'IBS, on peut déduire la dureté des cibles. Le deuxième objectif scientifique, c'est d'écouter l'atmosphère pour faire des études atmosphériques avec le microphone. La première chose qu'on a enregistrée, c'était le premier sol sur Mars. Et pendant ce sol, en fait, le mât du rover était toujours replié. Donc, c'était un peu mouflé parce qu'on était un peu cachés. Mais ce premier enregistrement nous a permis de vérifier que le micro s'allumait bien et on entendait quelque chose. Et ensuite, quelques sols plus tard, donc le 4e jour sur Mars, on a pu entendre, donc avec le mât déployé, le vrai son du vent sur Mars. Et en troisième partie, on veut écouter tous les sons mécaniques qui viennent du rover. Parce qu'en écoutant les sons, on peut faire un état de santé des instruments, un peu comme les mécaniques font avec leur voiture. Maintenant, on peut faire la même chose avec le rover. On voit souvent sur les images de Persévérance des dust devils, ces petits tourbillons de poussière. Est-ce que ça, on les entend ou pas du tout? On sait que l'atmosphère sur Mars est très turbulente. Et une manifestation de cette turbulence, c'est ces vortex convectifs, donc les tourbillons de poussière qui se baladent à la surface. En ce moment, on étudie ça. On regarde avec, en parallèle les instruments météorologiques pour avoir les mesures de vent, les mesures de pression, pour pouvoir détecter un vortex et dire est-ce qu'on l'a entendu ou pas. Alors depuis tout à l'heure, on parle de vortex, de tourbillons de poussière, de vent, de tempête, etc. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que l'atmosphère est beaucoup plus ténue que sur la Terre et que c'est pas du tout les tempêtes qu'on imagine. C'est-à-dire que par exemple la tempête du début du film Seul sur Mars de Ridley Scott, ça peut pas exister sur Mars. Vous confirmez? Oui, vous avez absolument raison. En fait, on peut avoir des vents très forts à la surface de Mars. Donc, on peut avoir des vents qui sont peut-être à la vitesse du vent dans cette séquence de film. Par contre, parce qu'il y a très peu de pression, il n'y a pas les particules pour avoir la pression dynamique. Il n'y a pas de force avec le vent. Il y a la vitesse du vent, mais pas la force avec. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne un son sur Mars? Le son, donc ce qu'on va enregistrer avec les microphones, c'est une vibration qui se propage comme une onde acoustique. Et du coup, c'est une source sonore c'est transmise dans l'air par des particules qui vont avancer, reculer, et ça va donner l'onde et ça va se propager dans l'air. Mais pour se propager, il faut l'air, il faut ces particules. Et du coup, il n'y a pas de son. Même quand on fait exploser l'étoile noire, non, il n'y a pas de son à la surface, dans le vide. Et il n'y a que 4 corps terrestres dans le système solaire où il y a une atmosphère. C'est bien sûr la Terre, Mars, Vénus et Titan, la lune de Saturne. Ah oui, c'est vraiment très très restreint le champ d'étude du son dans le système solaire. C'est restreint, mais ces 4 corps sont quand même très différents l'un par rapport à l'autre. Il y a beaucoup à apprendre. Par exemple, donc sur Terre, on a un bar de pression. Sur Mars, c'est 6 millibars de pression. Sur Titan, on est un peu plus que la Terre. C'est 1,5. Et sur Vénus, on est à 90.
Et la composition est différente aussi. Donc, ça change vraiment la propagation, la vitesse de son, l'atténuation de son, etc. à la surface. Ingenuity a fait quand même pas mal de vols maintenant. Du coup, on l'a entendu, enfin le micro l'a entendu. Malgré toutes nos attentes, on a entendu l'hélicoptère. On ne pensait pas l'entendre parce qu'à la surface de Mars, on a une atmosphère qui est principalement de la dioxyde de carbone. Donc, si vous et moi, on était à la surface de Mars, à plusieurs mètres d'écart, en fait, on aurait vraiment du mal à s'entendre. L'atténuation des sons, c'est les hautes fréquences qui sont atténuées plus que les basses fréquences. Et l'hélicoptère, ça générait plus des basses fréquences. Donc, c'est normal qu'on l'entend un peu plus loin, mais on était quand même étonnés de l'entendre si loin. Comme il est couplé au laser, j'imagine que vous travaillez en lien étroit avec les géologues. Comment ça se passe, cette collaboration? Qui décide du choix des roches sur lesquelles tirer? Comment ça se passe? Comme toute mission, il y a une grande quantité de personnes et du coup, l'équipe est structurée en groupe de travail. C'est tout un travail ensemble pour choisir les bonnes cibles. Donc, les scientifiques vont apporter des idées sur quelle cible on veut tirer et ensuite les ingénieurs vont regarder est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on peut tirer sur cette cible avec toutes les contraintes ingénierie qui vont avec et en fait c'est un compromis entre tout le monde pour pouvoir faire les meilleures opérations possibles. Est-ce qu'on peut conseiller à tous les jeunes et à toutes les jeunes qui nous regardent d'aller vers des carrières scientifiques ou d'ingénierie ou techniques? Oui, il y a beaucoup de laboratoires à Toulouse, il y a beaucoup d'industriels, il y a beaucoup les agences bien sûr aussi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pour construire un instrument, il ne faut pas que des scientifiques et des ingénieurs. Il y a beaucoup de profils différents et il y a vraiment une place pour tout le monde. Et du coup, hors scientifique et ingénieur, de quoi on a besoin? Typiquement, dans notre équipe, donc, on a des techniciens qui nous aident avec les essais. Donc, pour caractériser les instruments, pour faire des tests, etc. Donc, les techniciens. Côté plus mission, il y a des opérations, donc il y a des rôles opérationnels, ceux qui pilotent le rover. Donc moi, si je veux piloter un rover martien, je peux faire une petite formation et c'est bon, pas besoin d'être ingénieur. Alors, je pense pas que c'est aussi rapide, mais c'est possible. Merci beaucoup Naomi Murdoch d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était vraiment un plaisir de vous entendre sur cette mission. On espère que le micro va enregistrer encore beaucoup de sons sur Mars et qu'on va avoir encore plein de surprises et qu'on va répondre à toutes les questions qu'on se pose. En tout cas, bonne chance avec cet instrument. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Spatialiste. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne String Theory, si ce n'est pas encore fait, et également à vous abonner au compte Instagram de String Theory pour de la science et du fun tous les jours. À très vite.